Son père lui a toujours dit, le plus jeune fils de Sianver, qu'il devait vivre pour le bien de sa famille, pour le bien du clan. Ce qu'il voulait dire, c'est que Xian ne devait pas avoir ses propres désirs et rester près de son frère aîné comme une ombre. Il l'a fait dans cette bataille. Il a été blessé au combat et a attendu que les secours arrivent. Il entendit les pas de quelqu'un, et une voix moqueuse dit que c'était un spectacle magnifique. Un chevalier combattant seul contre les commandants les plus puissants du continent. Autour de Sianver reposent les restes sanglants de ses ennemis. Un homme s'est approché et s'est moqué de Xian, et a dit qu'il était la belle ombre de son frère. Sianver regarda sombrement son adversaire. Il savait bien qui il était et de quoi il était capable. Il rit ouvertement, et il n'y avait pas une goutte de pitié ou de générosité dans ses yeux. Un brouillard suffocant enveloppa Sianver, et il demanda qui le forçait à faire ça. L'empereur ou quelqu'un d'autre. L'interlocuteur de Xian s'est couvert la bouche avec sa main, et a déclaré qu'il était au courant du brouillard noir nauséabond, et que les rumeurs qu'il entendait depuis longtemps n'étaient pas vraies. Sianver est un tueur venu des ténèbres. Xian se leva de toute sa hauteur, et sa silhouette était complètement enveloppée de brouillard. Pour les chevaliers de la lumière, auxquels appartenait l'homme qui est venu, l'organisation mixte est comme du brouillard. Il rapportera à la haute direction qu'il s'est débarrassé d'une créature impure associée aux païens. Cela ne dérangeait pas Xian, si son ennemi avait encore l'occasion de lui parler après le combat. Quand il aura fini, il ne restera même plus un petit fragment de dent. Mais son adversaire n'avait pas peur. Si Xian voulait utiliser son pouvoir secret, il ferait mieux d'abandonner tout de suite. Il a averti le chevalier qu'il y avait ici une barrière magique de la 9e étoile. Xian voulait vraiment sortir d'ici le plus vite possible, et avec son frère aîné, trouver le coupable de ce qui se passait. Aucune barrière ne pouvait l'effrayer ou l'arrêter. Ses yeux brillaient d'un feu rouge menaçant. La confrontation entre les deux chevaliers fut interrompue par une voix autoritaire qui dit à Xian de se calmer et d'arrêter de résister. Xian fut abasourdi lorsqu'il reconnut cette voix et vit la personne qui prononçait ces mots. Son père lui disait toujours qu'il devait vivre pour le bien du clan. Son frère aîné Axel est une extension du clan. Le succès d'Axel Verto est le succès de Xian Verto. Devant Xian se tenait son frère, Axel. Avec horreur, Xian réalisa qu'il était l'instigateur de tout. Son frère aîné, qui marchait maintenant dans une armure étincelante à travers le champ de bataille, droit vers son jeune frère. Tous les guerriers inclinèrent la tête devant lui. Il s'est approché de Xian, qui s'est agenouillé, impuissant, et lui a dit qu'apparemment son frère était très surpris par son apparence. Xian ne comprenait vraiment pas ce que tout cela signifiait, et se tourna vers Axel pour lui demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Axel a répondu que Xian a toujours bien rempli ses devoirs envers le clan et envers le peuple, et devant lui personnellement, en tant que frère et allié. Xian écouta en silence et attendit qu'Axel réponde à sa question. Il a ajouté qu'il essayait simplement de retirer un lourd fardeau des épaules de Xian. Xian ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. Il a toujours protégé et obéi son frère. Axel regarda son frère avec indignation. Il est aussi un imbécile et ne comprend pas qu'il a tout fait de mal. Prenez ce brouillard dégoûtant et menaçant qui l'accompagne. Xian n'est rien d'autre qu'un meurtrier. Axel ne peut pas l'appeler humain. Xian n'avait pas de mots pour s'opposer à son frère. Axel s'est mis en colère et a crié que Xian trompait tout le monde depuis longtemps, qu'il ne prétende pas qu'il ne connaît pas tous ses péchés. Des bribes de paroles de son frère traversèrent la tête de Xian. Meurtrier, péché. De quoi parle-t-il, espèce de fou? Le visage de Qing s'est progressivement déformé par la colère. Il était aux côtés de son frère pendant la lutte pour le trône dans l'Empire, lorsque des dizaines de mains se sont tendues vers la couronne. Ils combattirent ensemble contre l'armée du roi démon, qui organisa un raid dans l'espoir d'une victoire rapide et facile. Ils ont mené une guerre pour unifier le continent et créer un État puissant. Il a aidé Axel à réaliser tout ce qu'il voulait parce que le servir était sa vie. Et maintenant, son frère le quitte. Xian a creusé comme un chien pendant 20 ans sous la direction d'Axel. Xian était déjà furieux. Et même si son corps est déchiqueté, il est prêt à donner tout ce qu'il a pour détruire le scélérat perfide. Une puissante explosion secoua la zone, et Xian souleva une grande colonne de brouillard au-dessus de lui. Les soldats ne croyaient pas que Xian avait encore autant de force, malgré la barrière magique. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une personne devant eux. Xian, d'une voix tonitruante, a exigé une réponse de son frère. Veut-il tuer son plus jeune parce qu'il a peur de lui? N'a-t-il pas honte d'un tel acte? Axel ne répondit pas, mais se prépara à attaquer. Xian se précipita sur lui comme un boulet de canon. Axel riposta avec son épée. Xian savait qu'il ne devait frapper son frère qu'une seule fois. Mais Axel était un combattant habile, et Xian ne pouvait pas percer sa défense. Cependant, il n'a pas abandonné et a attaqué encore et encore. Il devait frapper son frère dans un point faible pour qu'il ne puisse pas se régénérer.
Des colonnes de lumière rouge et jaune s'élevaient au-dessus du lieu de la bataille des frères. Mais un troisième, Boris, intervient dans leur combat et menace Sian. Il a érigé une autre barrière magique. Une épée étincelante transperça le corps de Sian et le couteau tomba de ses mains. Axel n'a pas lâché l'épée avec laquelle il a tué son frère. Il voulait honnêtement lui rendre service et lui accorder une mort sans douleur, car les liens du sang sont forts. Mais cet idiot a montré ses vraies couleurs. Axel savait depuis le début que Sian était un démon. C'est pour ça qu'il ne lui a jamais fait confiance. Sian était abasourdi par la nouvelle information. D'un coup de pied, Axel jeta son frère au sol et sortit l'épée de la blessure. Il tourna le dos au corps et ordonna à Boris de partir. Sian est resté seul allongé sur le sol et mourant. Des mots qu'il pouvait prononcer, il ne restait que des mots obscènes. Vivre une vie si stupide et mourir si ridiculement, quel regret! Axel marchait de plus en plus loin, sans même se tourner vers son frère. Du bout de ses forces, Sian, rassemblant toute sa volonté dans un point, parcourut d'un seul bond la distance qui les séparait. Il était furieux et voulait vraiment entraîner le traître avec lui dans la tombe. Le gars avait déjà mis son couteau sous la gorge d'Axel et était prêt à se venger. Mais le coup le plus puissant de Boris, qui a mis en action de nouvelles connaissances magiques, n'a laissé aucune chance à Sian. Quelle vie stupide il a eue, et quelle mort stupide, la dernière chose à laquelle il a pensé. La lumière dans ses yeux s'éteignit pour toujours. La voix forte qui appelait le jeune maître réveilla Sian. Il transpirait abondamment, son cœur battait si fort qu'il était prêt à sortir de sa poitrine. La fille en costume de femme de chambre a dit avec colère qu'il avait suffisamment dormi, qu'il devait se préparer, et qu'il devrait être prêt bientôt. Sian fut surpris de reconnaître Émilie, et ne comprit pas comment elle s'était retrouvée ici. Plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, mais elle n'avait pas miraculeusement changé du tout. Émilie ne pouvait pas dire si le jeune maître dormait encore ou s'il délirait. Kian a noté que la pièce était similaire à celle dans laquelle il vivait quand il était jeune. Il réalisa qu'il était redevenu un enfant. Cette nouvelle l'effraya, et il n'entendit pas ce qu'Émilie essayait de lui dire. Et elle a dit qu'il n'y avait pas besoin de perdre du temps. Il irait toujours à l'entraînement, peu importe à quel point il l'aimait. Sian ne se souvenait d'aucun entraînement. Il faudrait qu'il comprenne comment il s'est retrouvé ici. Et la formation peut attendre. Il sortit et vit les maisons du duché du clan Verte telles qu'elles étaient autrefois. Est-ce vraiment ainsi que toute votre vie défile sous vos yeux avant de mourir? Qui aurait pensé que les images étaient si réelles? Il se souvenait d'une époque d'il y a 27 ans. 985, le One Air Mars. Il restait 1 an avant d'entrer à l'académie. Chaque année, des entraînements de duel ont lieu dans le duché. Le père de Kian, le duc Wert, assiste à l'événement, ce qui en fait un événement très important. L'adversaire de Sian est Krantz Wert, son demi-frère et père. Sa mère, Margaret Erzet, est l'épouse du duc. Krantz est son propre fils et, pour cette raison, il reçoit beaucoup plus d'amour et d'attention que Sian, bien qu'ils soient tous deux plus jeunes. Sian était un fils illégitime, et après avoir été humilié dans ce duel, il est devenu la risée universelle. Le Sian actuel s'en souvenait bien. En raison de la défaite honteuse, le père a complètement cessé de prêter attention à son fils. Émilie connaissait bien les capacités du jeune maître et lui conseilla discrètement d'abandonner et de ne pas participer au duel. Sian allait gagner, mais il n'était pas content que même la servante le méprise. Une rapière ordinaire semblait très lourde au garçon. Il réalisa que ses pouvoirs correspondaient à son âge. Émilie était très inquiète que le garçon ne soit pas blessé. La réalité des sensations était si forte que Sian doutait qu'il ne s'agisse que de souvenirs. Il avait entendu dire que certains magiciens pouvaient créer de telles illusions. Ou alors il a vraiment remonté le temps. Le regard de Sian se durcit. Les garçons sont sortis sur le terrain de jeu, et Carnes a demandé d'un ton moqueur si son frère partirait avant le début de la bataille. Sian n'avait pas l'intention de s'enfuir. Il avait l'espoir qu'il pourrait peut-être essayer de changer l'avenir. Le duc agita la main et donna le signal du début du duel. Krantz courut aussi vite qu'il put pour attaquer, et Sian se leva et regarda son frère. Krantz brandit son épée et espérait effrayer le garçon pour qu'il se rende rapidement. Sian fut surpris de constater que Krantz se déplaçait très lentement, même si dans son enfance il lui paraissait très rapide. Par conséquent, il a facilement fait un pas de côté. Il n'a pas eu besoin de se précipiter. Et l'épée de Krantz a labouré le sol. Sian s'écarta et regarda son frère. Le garçon était très en colère parce que son adversaire esquivait comme un lâche. Il espérait une victoire facile. Puis Sian, d'un mouvement rapide de sa rapière, fit tomber l'arme des mains de Krantz, et je l'ai frappé à la jambe. Krantz pâlit de douleur et siffla. Puis il est tombé. Incapable de se tenir debout, il a attrapé sa jambe blessée et s'est recroquevillé. La duchesse avait très peur pour son fils. Il suffisait à Sian de porter la rapière à la gorge de Krantz et le duel serait considéré comme terminé. Mais cela ne suffisait pas au garçon.
Il se souvenait que Krantz se moquait toujours de lui juste pour s'amuser. Il a continué à se moquer de lui à l'académie, où ils ont été envoyés ensemble. Sian a donc décidé de piétiner Krantz pour qu'il n'ait pas l'idée de montrer ses dents. Dans cette vie, Sayan a décidé de tracer sa propre voie. Et Krantz hurla d'horreur, car la vue de son frère ne présageait rien de bon pour lui. À la suite du duel, Carnes a perdu. Le duc a ordonné à Sian de le rencontrer et a même fait de la place dans son emploi du temps. Siana fut même chargée d'accompagner le chevalier Yulken. Dans les couloirs du château, Sian rencontra la duchesse. Elle quitta le bureau du duc et n'avait pas l'air contente. Sian a demandé comment se sentait Krantz. Le visage de la duchesse se tordit, et elle répondit sèchement que le garçon était un imbécile insensible, qui osait poser de telles questions après avoir battu son frère. Sian lui a expliqué que c'est là tout l'intérêt du duel, battre l'adversaire et passer à autre chose. Il entendit alors la duchesse dire que les bâtards illégitimes ne devaient pas être traités comme des enfants légitimes. Ils deviendront impudents. Elle a ajouté que la mère de Sian est une salope et que le garçon aurait dû mendier dans la rue. Et il ose encore gagner un duel. Il devrait être reconnaissant d'avoir été toléré. Sian pensait que sa tante avait dépassé les limites et peut-être qu'il devrait simplement la tuer. Ce n'était pas une bonne idée. Il a su faire souffrir la duchesse toute sa vie. D'une voix innocente, il a demandé à sa belle-mère si elle savait qu'il allait aussi à l'académie avec Krantz. La femme ne comprenait pas où il voulait en venir. Le gaz a expliqué qu'il était sûr qu'elle aimerait voir son fils avec les bras et les jambes intacts, où elle ne se soucie pas beaucoup de lui. La duchesse se tordit de colère impuissante. Comment ce salaud impudent ose-t-il lui parler ainsi et la menacer? Elle balança sa main pour frapper le garçon. Le chevalier Yulken couvrit le garçon de sa main et interrompit la querelle naissante. Le duc a ordonné que Sian soit amené le plus tôt possible, afin qu'il n'y ait pas de temps pour les querelles de famille. Il était temps pour eux de partir. Yulken regarda sombrement la duchesse. Personne n'osa contester les ordres du duc, et sa femme partit silencieusement, n'osant pas s'y opposer. Ses poings étaient fermement serrés par une colère impuissante. Sian se réjouissait lentement de cette petite victoire. Il était protégé par le chevalier garde qui reçut cet ordre. Il n'obéit même pas à la femme du duc, comme c'est mignon et fiable. Cela faisait presque 15 ans que Sian n'avait pas rencontré son père en tête-à-tête. Le garçon entra dans la salle et dit que Sian, le plus jeune enfant de la famille Vert, saluait son seigneur et père. Le duc Williamsworth, le grand seigneur féodal de Velia, le fief occidental de l'empire Uchif, regardait par la fenêtre. Quand son fils arriva, il lui ordonna de s'asseoir. Le père de Sian était connu dans le monde entier comme le gardien du continent, un héros qui a longtemps stoppé l'invasion des démons. Grâce à ses remarquables pouvoirs magiques et à sa sagesse du monde, cet homme portait une responsabilité que personne ne lui imposait. Juste avant sa mort, il combattit avec l'armée du roi démon. Tout ce qu'il voulait, c'était la paix sur terre. Sian croyait maintenant que son père était un homme stupide, qui utilisait son libre arbitre pour vivre au service des autres. Le garçon s'assit en face du duc. Le père a noté que pendant le duel, Sian suivait le mouvement de l'épée et esquivait. Sian ne comprit pas la question et demanda à nouveau ce que voulait dire son père. Au moment où Krantz se précipitait sur lui, Sian regardait directement la trajectoire du coup d'épée, et il se tourna pour l'éviter. Le duc a demandé quand Sian avait-il appris à tirer. Sian a répondu qu'il s'entraînait un peu seul le soir. À la connaissance du duc, son plus jeune fils ne s'était jamais intéressé à l'escrime. Pourquoi a-t-il caché de si excellentes compétences? Sian a feint la modestie, et a répondu qu'il ne voulait pas se faire remarquer. Cependant, il a tout donné pour vaincre Krantz. Selon le père, le dernier coup porté à Krantz couché était bien sûr inutile. Sian est-il d'accord avec papa? Le garçon y réfléchit. Les intentions du duc dans cette affaire ne lui étaient pas évidentes. Papa essaie de comprendre de quoi son fils est capable. Il dit prudemment qu'il voulait prouver quelque chose. Le père a demandé qu'est-ce que Sian voulait exactement prouver. Le garçon répondit résolument qu'il voulait prouver que même s'il partageait le même sang que Krantz, il était le meilleur. Et c'est le sens du duel. Le duc rit. Le fils a donné une réponse excellente, claire et concise qui démontre son sang-froid. Papa ne savait pas que son fils était si talentueux et cela le ravissait. Un jour, Sian deviendra un support fiable et indispensable pour Axel. Sian n'en croyait pas ses oreilles. Que dit le vieil homme? Est-il fou? Pourquoi deviendrait-il l'assistant de son assassin? Rien n'a changé, et papa est toujours obsédé par son précieux fils aîné Axel. Le duc, quant à lui, n'avait aucune idée de ce que vivait son fils et était sur le point de le récompenser. Si Sian a besoin de quelque chose, il peut le dire. Sian a promis dans son cœur de détruire tout ce qu'Axel ferait, et il a exprimé à haute voix son désir, ce qui était très inhabituel pour un garçon de son âge. Emilia a crié à plein poumon. Qu'a pensé Sian lorsqu'il a répondu à la question du duc, selon laquelle il voulait aller sur le champ de bataille?
Xian l'a rassuré en lui disant qu'on ne savait toujours pas s'il serait autorisé à faire cela, et la servante pensait que le garçon était devenu fou. A-t-il une idée de ce à quoi ressemble un champ de bataille? Il est infesté de créatures démoniaques maléfiques et terribles. Velia, le fief occidental de l'Empire Ushif, est le seul endroit de tout le continent qui peut être qualifié de champ de bataille. La vallée Lemay, que l'on peut appeler la ligne de front, est un endroit féroce où des combats contre les démons se déroulent depuis des centaines d'années. Le père, interloqué par la demande de son fils, lui posa une condition. En 1 mois, le garçon doit devenir digne d'aller dans la vallée. Xian ne savait pas comment sa valeur serait mesurée. Par conséquent, il a décidé de simplement devenir plus fort physiquement et de devenir aussi fort que possible en si peu de temps. Il est désormais plus faible que ses pairs. Il avait de la chance d'avoir toujours le sens du combat et l'habileté qu'il avait avant sa régression inattendue, et des miettes de magie qui vivaient à peine dans son corps. S'il entraîne ce corps, il pourra l'utiliser à bon escient. Il a décidé de commencer l'entraînement à partir d'aujourd'hui. Une voix forte appelant son nom fit sortir le garçon de ses pensées. Devant lui se tenait une fille qu'il reconnut comme étant Alice. Elle a attrapé Xian par la poitrine et a crié « Est-il vraiment devenu fou ?» Xian a demandé la même chose à la fille. Alice a crié en entendant Xian demander à son père de l'envoyer au front. Le garçon ne pouvait pas dire un mot, mais Emilia a sérieusement appelé à l'aide. Alice croyait que la victoire sur Krantz provoquait la folie des grandeurs chez le garçon. Elle lui a demandé de monter sur le toit avec elle. Elle plaça Xian devant elle et lui dit qu'elle ne le laisserait aller sur le champ de bataille que lorsqu'il aurait pu résister à 16 attaques pendant 3 minutes. Le duel va commencer. Dès qu'ils dégainent leurs épées, Xian a demandé avec lassitude « Est-ce vraiment nécessaire ?» Alice a demandé au gars de répondre à une question. Veut-il devenir héritier? Xian ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi. Il n'est pas du tout intéressé par ces absurdités. Et il est resté silencieux. Alice s'assura qu'elle avait raison et demanda au garçon de retirer l'épée. Xian était fatigué même pendant le duel avec Kratz, mais durant cette folle journée, il n'était pas destiné à se reposer. La jeune fille passa à l'attaque à une vitesse fulgurante et parcourut instantanément la distance qui les séparait. Elle frappa, mais Xian la bloqua automatiquement avec sa rapière. La jeune fille fut surprise qu'un garçon de 10 ans soit capable de bloquer son coup puissant. Cela ne semblait pas réel, et Xian était très en colère qu'Alice se dispute sérieusement avec son frère, qui a 7 ans de moins qu'elle. Agitant son épée, Alice revint à sa position initiale. Elle savait que la rapière avait une lame très légère, mais Xian para néanmoins l'attaque de son épée. Cela a intrigué la jeune fille. Elle s'est rassurée sur le fait que le garçon avait juste de la chance et a ri. Sayan avait une meilleure intuition qu'elle ne le pensait. Xian réalisa vaguement qu'il était sur le point de mourir et essaya de dire quelque chose à Alice. Mais il n'en eut pas le temps, car elle s'était déjà précipitée pour attaquer à nouveau le garçon. Elle balança son épée en un bond. Xian reçut le coup de la rapière, qu'il serra de toutes ses forces. Son visage était déformé par la tension. La rapière et l'épée glissèrent et se libérèrent l'une de l'autre. La rapière de Xian était maintenant à la gorge d'Alice, et son épée était prête à frapper la poitrine du garçon. Xian a tordu l'épée de toutes ses forces. C'était difficile pour lui. Les adversaires se sont dispersés dans des directions différentes sans se causer de dégâts. Tsang s'est envolé sur la rampe du toit. Il était très inquiet. S'il n'avait pas tordu l'épée à moitié, il aurait tué Alice. L'habileté de clôturer la brume, un brouillard épais, consiste principalement en des techniques conçues pour détruire l'ennemi. Il est difficile de se battre en contrôlant la pression, car il n'a pas encore assez de force. Quand ces 3 minutes finiront-elles? Il compensa sa faiblesse en imprégnant l'épée de mana, mais il était déjà presque à sa limite. Alice marmonna pour elle-même un appel à la terre et au vent pour qu'ils viennent lui servir d'épée. Xian reconnut la magie de la 6e étoile dans son murmure. Le visage de la jeune fille se déforma et une lame d'eau apparut dans ses mains. Xian réalisa qu'elle allait le tuer. Et ce n'est pas un test, mais un véritable duel. Alice n'a plus qu'une pensée en tête. Elle ne peut pas perdre. Si Xian parvient même à placer un bloc, il tombera du toit. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était se lancer dans l'attaque. Alice leva sa lame pour porter le coup décisif. Yulken a fait irruption sur le toit en criant à tout le monde d'arrêter. Il a dispersé les combattants dans différentes directions d'un seul coup. Avec un visage sévère, il rappela à Alice que son adversaire est beaucoup plus jeune et inexpérimenté qu'elle. Alice a continué à se tenir en position de combat, mais elle a été retenue par l'épée de Yulken, qui l'a pointée vers la jeune fille. Le chevalier tenait Xian par la peau du cou, à une distance sûre. Xian s'attendait vraiment à l'apparition de Yulken et était heureux de son intercession. Alice se transforma soudainement et se précipita pour serrer Xian dans ses bras. Elle a demandé pardon et a dit qu'elle avait perdu la tête pendant 1 minute. Elle voulait vraiment l'empêcher d'aller sur le champ de bataille et en était trop obsédée.
Xian savait que sa sœur faisait partie de l'élite qui avait obtenu les meilleures notes dans toutes les matières à l'Académie royale, où se rassemblaient des enfants dotés de talents uniques en escrime, en magie ou dans d'autres matières. De plus, elle était très belle. Sa beauté était incroyable et les gens l'appelaient l'enfant divin. Dès son plus jeune âge, elle a appris à manier une épée et, avec son fils aîné, Axel Werth, elle a été surnommée la future gardienne du continent. Cependant, peu de temps après avoir rejoint l'ordre des Chevaliers de la Lumière, elle fut tuée. Sa sœur manquait beaucoup à Xian, et cette fois, il était fermement convaincu qu'il la sauverait. Il serra Alice très fort dans ses bras. Alice se tourna vers Yulken et lui demanda pourquoi lui, le chevalier gardien du duc, n'était pas avec lui. Le duc vient de partir pour le front. Yulken répondit qu'il suivait les ordres du duc et protégeait le jeune maître, bien que le duc ait demandé de garder le secret. Xian sentait la présence de Yulken tout le temps, mais ne comprenait pas pourquoi son père avait ordonné à Yulken de le garder secrètement. Le lendemain, Alice retourna à l'académie. Elle est venue pour une courte période, seulement pour voir son père après l'obtention de son diplôme. Xian savait qu'il avait besoin de devenir plus fort, alors il s'était concentré sur l'entraînement en force ces 2 dernières semaines. Mais 10 pompes étaient sa limite. Il tomba épuisé au sol. Il avait confiance en ses capacités, mais ne savait pas comment revenir plus rapidement à son corps d'adulte. La servante entra et dit que Xian avait un colis d'Alice. C'était une bouteille qui sentait extrêmement dégoûtante. C'était le sang d'un chien de l'enfer. Un objet rare que l'on peut trouver dans la vallée de Linéa, mais vous pouvez aussi l'acheter au marché noir. Le sang des bêtes démoniaques était considéré comme toxique à cause de son odeur. Mais, en fait, cela augmentait le mana et la force de celui qui persistait, bien que la plupart le considéraient comme un conte de fées stupide. Xian savait par expérience que c'était vrai. À la grande horreur d'Emilia, il était sur le point de boire ce truc. S'il pouvait manger ce qu'Emilia cuisinait, par exemple une soupe aux champignons, après une cuillère dont le cœur de Xian s'arrêtait une seconde, ce médicament ne lui fera certainement pas de mal. Et il a pris la drogue. Emilia attendit la réaction du jeune maître, et il dit que c'était très savoureux. Après quoi, les garçons sont sortis pour vérifier l'effet de la drogue. Il ne pouvait pas se rendre souvent à son endroit habituel pour s'entraîner, parce que Yulken exécutait les ordres du duc et le surveillait tout le temps. Xian se souvint qu'Axel avait reçu une révélation divine du dieu de la lumière. On disait que quelque part dans ces montagnes se trouvait un ancien temple caché. Bien entendu, la révélation divine n'est pas encore descendue. Xian décida de chercher le temple avant Axel. Jusqu'à présent, lui seul connaît le temple. Il trouva un endroit où il y avait une énorme concentration de mana et y tendit la main. Axel ne pouvait même pas imaginer ce que Xian faisait maintenant, et Xian trouvait cela très amusant. Une explosion secoua le sol, et des marches anciennes apparurent devant le garçon. Il commença à les descendre. Tout ici était différent de la dernière fois qu'il était apparu ici. Cet endroit est l'ancien temple du dieu de la lumière, Lumendel. Il est resté là jusqu'à ce que toute l'histoire de cette terre soit effacée. Cela s'est produit à cause de la guerre entre les dieux et les démons, qui a eu lieu il y a 300 ans. Qui aurait pensé que cet endroit existait dans les montagnes juste derrière le château? Devant lui, Xian aperçut une épée qui brillait dans l'obscurité. 999 ans avant la fondation, le 12 août, le peuple parvint finalement à chasser l'armée du roi démon de Vélias. Elle était beaucoup plus forte, mais les gens ont trouvé d'anciennes reliques, armes des dieux, qui leur ont permis de prendre le dessus. L'une des reliques était l'épée sacrée d'Uran, bénie par le dieu de la lumière Lumendel. Il était reconnu comme le facteur décisif dans la victoire de l'humanité sur les démons. À l'avenir, Xian mourra à cause de cette épée, qui sera brandie par Axel Werth. Peut-être que l'épée de Duran a quelque chose à voir avec la régression de Xian. Le garçon toucha l'épée. Comme il s'y attendait, rien ne s'est produit. Cela a ruiné son humeur. L'épée sacrée était absolument inutile. Il remarqua que lorsqu'un faisceau de lumière était dirigé vers l'épée, une ombre apparaissait qui semblait surnaturelle. Xian se dirigea vers elle. Au début, il pensa que c'était juste l'ombre d'une épée. Mais l'angle d'incidence de la lumière n'était pas le même. Ce n'est pas une ombre, réalisa le garçon. Là où il y a de la lumière, il doit y avoir des ténèbres. Le garçon se pencha au-dessus de l'ombre et utilisa du mana. Un chemin s'est ouvert devant lui, ce qui menait à une autre pièce, cachée par un autel de lumière. Xian entra dans la pièce et vit une autre épée. Il était temps de le voir. C'était son épée démoniaque Kairam. Xian le prit dans sa main. Il balança son épée plusieurs fois et ressentit de la joie. L'épée ne s'était pas encore réveillée, mais Xian continuait de se précipiter. Soudain, il y eut des rires dans la pièce et une voix demanda si l'enfant n'avait pas peur de le réveiller. Xian espérait que désormais l'épée lui appartiendrait définitivement. Une énorme silhouette inhumaine s'éleva du sol. Xian a réveillé l'épée du démon endormi. Le démon eut un large sourire et dit au garçon que son corps appartenait désormais au démon. Le monstre a sauté sur l'enfant,
mais il n'a pas été surpris et l'a attrapé à la gorge. La démone prit sa forme sinistre et demanda qui avait osé la traiter ainsi. Sian a répondu qu'elle n'était pas si téméraire avant et qu'elle avait réfléchi avant d'agir. Cette épée lui appartient et personne ne peut la prendre. Les yeux de Sian s'illuminèrent de lumière rouge. Avec une patte et des griffes tordues, la démone essaya d'enlever l'épée du garçon. Mais Sian para adroitement son cou et la repoussa. Le démon ne comprit pas qui se tenait devant elle. Elle reprit une position de combat et se prépara à attaquer. Dans le tourbillon du pouvoir, un petit enfant se tenait devant elle. Est-ce vraiment lui qui est le successeur? Elle sentit l'aura d'Aheru venant de lui. Sian a confirmé qu'il était le successeur d'Aheru. Maintenant, il est son maître et elle doit lui être respectueuse. La démone n'aimait vraiment pas le fait qu'elle soit désormais commandée par un gamin. Son visage se tordit de colère. Elle ne pouvait pas l'accepter et Siana a récidivé. Il répondit à son attaque à coups d'épée. Les mots sont ici indispensables. Le but d'une épée démoniaque est de s'emparer du corps de son propriétaire. Il n'y a pas le choix, il faut se battre. Sian repoussa les attaques du démon. Pour combattre avec succès, il devait prendre le contrôle des pouvoirs de l'épée. Il a essayé de le faire et a réussi à chasser le démon. Il a invité le démon à le reconnaître comme son maître, mais elle ne voulait pas accepter que le garçon morveux lui commande. Sian contrôlait de plus en plus l'épée, et finalement la démone le reconnut comme son maître. Maintenant que Sian avait fait tout ce qu'il voulait, il devait retourner au château. Il est parti depuis trop longtemps. Il prit l'épée avec lui, et le démon était très heureux. Il n'avait pas respiré d'air frais depuis si longtemps. Dans les airs, elle se transforma et commença à sourire. Son humeur s'est améliorée, et elle a demandé quel était le nom de son propriétaire. Le garçon répondit qu'il s'appelait Sianver. Elle n'avait jamais entendu un tel nom, et était surprise de savoir si Aheru avait vraiment choisi l'enfant comme successeur. Oui, je l'ai choisi dans une vie antérieure. Sian est déjà mort une fois. La démone fut émerveillée par ce qu'elle entendit. Sian s'est approchée de l'épée de lumière. Elle dormait encore, et elle a dû dormir et attendre son propriétaire pendant encore 20 ans. D'un seul coup d'épée, Sian coupa la poignée de l'épée de lumière en deux. Cette action fit dresser les cheveux du démon. Que va faire ce type avec le manche coupé? Sian était convaincu que son action rendrait l'avenir très intéressant. Il sourit joyeusement. Une calèche tirée par 2 chevaux roulait sur la route. Elle s'arrêta, et Sian en armure sortit. Le temps passait, et il ne pouvait pas croire que le jour qui l'attendait était arrivé. Il salua son père, le duc. Le duc lui a demandé s'il avait changé d'avis quant à aller au front. S'il change d'avis, son père ne le grondera pas. Le cœur de Sian était déjà sur le champ de bataille, et personne ne pouvait l'en dissuader. Le duc ordonna à Yulken d'ouvrir le parchemin magique. Sian était très intéressé par quoi ou qui ils appelaient. Yulken ouvrit un parchemin avec une écriture rougeoyante. Yulken ramassa le parchemin, et une étrange créature apparut du sol. Une créature infernale dans une flamme ardente se dirigea vers Sian. Le garçon reconnut la bête démoniaque de Baran de la vallée de Lemay. Il semblait que son père et les chevaliers préparaient un test pour lui. Il serra l'épée dans sa main. Le duc et sa suite se tenaient à proximité et étaient tout à fait prêts à aider Sian s'il courait un grave danger. Le duc pensait que son fils devait être responsable de ses paroles et le laisser prouver la force de son désir. Laissez-le réussir ce test et montrer à tout le monde ce qu'il vaut. Peu avant ce test, Yulken a eu une conversation avec Sian. Le garçon voulait le combattre. Le chevalier ne savait pas s'il devait rire ou pleurer, à cause d'une telle audace du garçon. Sian se souvenait qu'il ne restait que 3 jours avant la date limite fixée par son père, et qu'il ne trouvait pas de partenaire pour s'entraîner, et qu'il agitait simplement son épée en l'air. Désordre. Il veut savoir ce qu'est un vrai bey, et demande réellement au chevalier de l'aider. Yulken a suggéré à Sian de trouver quelqu'un de plus adapté à son âge. Par exemple, son frère Krantz pourrait le combattre. Malheureusement, Krantz s'enfuit à chaque fois qu'il voit Sian, et il est impossible de le rattraper. Yulken approuva avec un soupir. Il jeta l'épée et décida d'utiliser le fourreau pour repousser les attaques du garçon, afin qu'il puisse courir avec l'épée autant qu'il le voulait. Sian remercia le chevalier et dit que Yulken ne devrait en aucun cas en parler au duc. Et ceci est un ordre. Yulken était abasourdi par cette tournure. Sian attaqua le chevalier et le frappa d'un coup qu'il para. Il a constaté que le coup était très violent et qu'il était difficile de croire qu'il avait été infligé par un enfant de 10 ans. Les attaques continuèrent, et le chevalier fut surpris de la rapidité avec laquelle le garçon bougeait. Soudain, Sian disparut. Yulken ne comprit pas où il était allé, et il sautait déjà par-dessus le chevalier. Yulken eut à peine le temps de remarquer la feinte de son petit adversaire. Il se retourna et détourna l'attaque par derrière. Sian attaqua de tous côtés, et ses coups devinrent plus forts et plus rapides. Mais jusqu'à présent, le garçon n'a pas réussi à vaincre un chevalier aussi expérimenté. Ils arrêtèrent de se battre, et Sian remercia Yulken pour ce superbe combat.
Yulken a répondu en disant que le jeune homme avait fait un excellent travail. Il était surpris que le faible Xian ait autant grandi. Yulken était convaincu que Xian serait désormais capable de résister à n'importe quelle épreuve qui lui incomberait. Le monstre infernal se dirigeait droit vers le garçon. Cela lui semblait très savoureux. Le monstre prit de la vitesse et sauta sur son déjeuner. Xian coupa rapidement le monstre avec son épée et évita une collision directe. Il devait terminer cette bataille le plus vite possible, car avec ses pouvoirs actuels, combattre des monstres était difficile. Le monstre a recommencé à attaquer. Xian a bondi et a enfoncé son épée dans la tête de la créature par le haut. Papa et les chevaliers ouvrirent la bouche et n'en croyèrent pas leurs yeux. Le monstre de l'enfer gisait sur le sol. Le duc applaudit son fils. Sa victoire a impressionné toutes les personnes présentes. Le duc dit qu'il serait heureux de rencontrer Xian au front. Et gauche. L'épée démoniaque a appelé Qing avec une question étrange. Ressemble-t-elle vraiment à un couteau de cuisine? Xian a rassuré la démone en lui disant qu'elle était une très bonne épée, ce à quoi la démone a répondu qu'elle avait besoin de sang et de guerre. Pourquoi le garçon n'utilise-t-il pas une épée, mais seulement une rapière? Xian répondit qu'il utiliserait bientôt l'épée, si souvent qu'il demanderait lui-même du repos. Une cloche sonna de manière alarmante dans le camp humain. Un énorme ogre armé d'une hache de combat est apparu au nord-ouest. Le duc ordonna la création et la destruction d'une ligne de défense, ne laissait aucune des créatures en vie. L'opération Restraint Rescue a commencé. Les soldats sont sortis prêts au combat pour affronter l'ennemi. Il y avait beaucoup d'ogres. Ils marchaient vers les gens et remplissèrent l'espace d'un rugissement de combat. Ils étaient de plus en plus nombreux. Les créatures sortaient des pierres et rejoignaient l'armée des monstres. Le duc donna l'ordre d'attaquer les créatures, et les soldats se précipitèrent au combat. Ils ont immobilisé le chef ogre avec des cordes magiques, et l'un des chevaliers a tenté de percer et de détruire le monstre. L'ogre tenta de se libérer de ses chaînes. Le chevalier fut capable de frapper l'ogre sous le genou avec son épée, et il commença à tomber avec un rugissement sauvage. Xian s'assit sur son cheval et regarda le monstre vaincu tomber à côté de lui. Emilia, qui se tenait derrière, n'était pas contente de sa présence ici. Elle sanglotait et voulait savoir pourquoi diable le jeune maître était si impatient d'arriver ici et s'il aimait tout ce qui se passait. Xian était ravi d'être de retour sur le champ de bataille. La nostalgie l'envahit et il fut heureux de revoir le paysage infernal familier. Papa est allé voir son fils et lui a demandé comment il se sentait. Xian a répondu qu'il était un peu nerveux. Le duc a conseillé à son fils de ne pas baisser la garde. Ici, on ne sait jamais où le danger se cache. Au front, des situations similaires se produisent à chaque étape. Il y a généralement 3 ou 4 batailles par jour, et chacun a un guide de réponse détaillé. Le noyau est constitué de chevaliers compétents et entraînés qui s'occupent de tous les monstres tentant de traverser la ligne de front. Ils vivent sous des tentes. La tente dans laquelle vit Xian est située dans la zone la plus éloignée, là où elle est la plus sûre. Des gardes lui sont assignés pour le protéger, et Xian n'a pas eu l'occasion d'entrer dans la bataille et de nourrir son épée. Xian regardait sombrement depuis la tente à l'extérieur. Emilia pleurait amèrement. Elle se souvenait bien des paroles du duc selon lesquelles ils pouvaient tous mourir. Xian lui a conseillé de faire ses valises et de sortir d'ici. La fille a crié qu'elle ne pouvait pas quitter le jeune maître. Le garçon était complètement impuissant. Si elle échappe au monstre, qui s'occupera de l'enfant? Les yeux de Xian s'écarquillèrent lorsqu'il entendit une telle opinion sur lui-même. La jeune fille quitta résolument la tente, criant au garçon de se dépêcher. Il était temps pour lui de déjeuner. Xian pensait sérieusement qu'il devait chasser la femme impudente qui se permettait de parler ainsi à son maître. La nuit, Xian fabrique une poupée censée le remplacer au lit afin de tromper Emilia. Il était sur le point de sortir, mais Emilia éleva la voix et lui demanda s'il allait retourner s'entraîner. Xian sursauta presque de surprise. Mais la jeune fille l'a seulement félicité pour sa persévérance. Le duc sera très fier d'un tel fils. Xian a quitté la tente et a demandé à la jeune fille de dire à tout le monde qu'il dormait. À l'avant-garde du front, les gardes de nuit sont généralement renforcés. Si Xian ne parvient pas à sortir maintenant, il lui sera alors difficile de se déplacer plus tard. Il a utilisé la 3e étape du brouillard épais, descente de la brume, et a été complètement enveloppé de puissance cramoisie. L'endroit où il essayait d'atteindre était le repère des monstres, une plateforme idéale pour utiliser l'épée Kairam. L'épée sentait également une forte odeur de sang. Il ne voulait plus se retenir et essaya de couper au moins quelqu'un. Les monstres ont senti la proximité de l'homme et se sont précipités pour attaquer. L'homme et l'épée ne font plus qu'un et se préparent au combat. La technique Fog Sword. Swift Fogstorm n'a jamais échoué. L'épée vola, laissant derrière elle des lignes de pouvoir cramoisies et tuant des monstres à gauche et à droite. Xian a bu une potion à base de sang de créatures infernales et s'est senti très bien. L'épée était également très contente. Ils avaient toute la nuit devant eux et il y avait plein de monstres. 2 voitures roulaient le long d'une gorge de montagne, accompagnées de gardes.
Dans l'une d'elles étaient assises 2 filles, dont l'une a dit que la ligne de front était dangereuse et qu'il valait mieux faire demi-tour. Le second a demandé à ne pas être traité comme un enfant. Elle est la princesse de l'Empire, et son devoir est d'aider son père dans ses campagnes. Sa servante se rappelait que le plus jeune fils de la famille Vertov était également au front. C'était une nouvelle pour la princesse. Elle n'a pas entendu dire que le duc avait envoyé son fils au front. La femme de ménage a répondu que le gars s'était porté volontaire. Elle et la princesse ont le même âge et peuvent devenir amies. La princesse demanda quel était le nom de son fils, et lorsqu'elle apprit que c'était Cianver, elle réfléchit longuement. L'énorme griffon a été frappé en l'air. Le duc a ordonné de vérifier si des personnes avaient été blessées par l'attaque de la créature. Tout le monde était en sécurité. Tout le monde a fait du bon travail, et le détachement a reçu l'ordre de retourner au camp. Cian s'approcha et posa son pied sur le cadavre du griffon. Son père lui a demandé comment il se sentait. Le garçon a répondu qu'il apprenait quelque chose de nouveau chaque jour. Le duc était sûr que son fils demanderait bientôt à rentrer chez lui. Mais il a tenu très longtemps, et papa était fier de lui. Il regarda son fils avec un doux sourire. Dans sa vie antérieure, il n'avait jamais regardé Cian comme ça, et il ne soupçonnait même pas que son père pouvait être si gentil. Le duc se tourna pour partir et dit qu'il devait parler au garçon, qu'il vienne le voir demain matin. Un énorme monstre sauta du sol. Cian a réussi à s'éloigner. Le monstre lui était familier. C'est le ver de la mort. Habituellement, il n'apparaissait que dans les profondeurs de la vallée. L'épée s'est rendu compte que le propriétaire ne pouvait pas s'en sortir et lui a demandé de lui en donner le contrôle pendant un moment. Cian n'avait pas l'intention de céder le contrôle à l'épée. Mais l'épée insista et promit qu'après le combat, il rendrait le contrôle à Cian. Le ver a instantanément régénéré des dégâts superficiels et il était inutile de continuer l'attaque avec des forces faibles. 1 mois s'est déjà écoulé depuis que Cian est arrivé au front. Il but une potion à base de sang de bêtes infernales, mais ce n'était clairement pas suffisant. Il était encore trop faible. Il n'avait donc d'autre choix que d'accepter l'offre de l'épée de Keiram. Le ver s'approchait de lui à une vitesse effrayante. Un épais brouillard, la 9e forme de manifestation de l'épée démoniaque, permettait de mener une attaque et de déchirer la peau épaisse du monstre. Le monstre était tout couvert de coupures d'où coulait du sang. L'épée a de nouveau attaqué le monstre en utilisant la technique Misty Sword, 8 Fluttering Petals. Ils ont infligé de profondes blessures sur tout le corps du monstre. Cian a fusionné des épées en un seul tout, et maintenant sa force a augmenté plusieurs fois. Il a écrasé le monstre. Le duc, accompagné de chevaliers, regarda les créatures infernales tuées. Le mana était assez impressionnant, et on pourrait penser que tout cela est fait par un démon. Si c'était un démon, les gens ne pourraient pas l'ignorer. Le duc ordonna d'inspecter la zone et de brûler le cadavre du monstre. Les marques de l'épée semblaient familières au duc. Il n'eut pas le temps de réfléchir jusqu'au bout lorsque Yulken l'appela. Il a trouvé quelque chose qui valait la peine d'être examiné. Ils ont vu un énorme ver de mort qui ne représentait plus de danger pour personne. Mais qui pourrait tuer un tel monstre? Le duc pensa avec horreur que cela pouvait être cette organisation. La manifestation de l'épée démoniaque permet à Keiram de s'emparer du corps de Cian, afin que la démone puisse utiliser ses véritables pouvoirs. Cependant, cela risque de conduire à un asservissement complet du garçon s'il baisse sa garde. Cian se reposait dans son lit et réalisa qu'utiliser Karam pour détruire un monstre était une folie totale. Si cela s'était produit il y a 1 mois, son corps se serait tout simplement effondré. Maintenant, tout lui fait mal et il ne peut pas se lever. Keiram a déclaré qu'elle comprenait maintenant quel était le problème. Extérieurement, Cian ressemble à un enfant, mais il se comporte comme un adulte. Le niveau auquel il communique avec elle est trop élevé pour un débutant. Il connaît très bien toute la géographie de la vallée de Lemay, et sa technique d'épée est une compétence brumeuse, comme s'il s'entraînait depuis 20 ans. Il lui a dit qu'il était mort une fois, et maintenant la démone a compris. Ce Cian a régressé, et elle se demande pourquoi il ne lui a rien dit. Cian marmonna nonchalamment qu'à son avis, tout était déjà clair. Mais cela ne convenait pas à la démone. Elle se mettait de plus en plus en colère. Keiran est arrivé à la conclusion que le propriétaire de l'épée de Duran avait tué Cian. Et il n'y a que 2 options. Le garçon a été tué en duel ou trahi. Mais elle était encline à la trahison, car Cian regardait avec beaucoup de mépris l'épée sacrée du temple. Et si vous mettez 2 et 2 ensemble, tout deviendra clair. Le but de Cian est de se venger, mais si Keiran le surprend en train de commettre une erreur ou une faiblesse, elle l'avalera immédiatement. Cian jeta la démone dans un coin et lui conseilla de connaître sa place. Keiran n'a pas changé du tout, comme elle l'était dans sa vie antérieure. Cian est sorti de la tente et a été surpris par l'agitation dans la rue. Emilia l'accueillit en criant que les restes d'un monstre de haut niveau avaient été retrouvés à l'entrée de la vallée. Cian réalisa qu'elle parlait du ver mortel. Leur conversation fut interrompue par Yulken, qui dit que le duc attendait le jeune maître en ce moment.
Xian a regretté de ne pas avoir eu le temps de nettoyer les restes des créatures infernales, car il n'en avait pas le temps. Son plan était d'aimer se battre avant d'entrer à l'académie, et il avait peur que son père se rende compte qu'il tuait tous les monstres. Il était très nerveux lorsqu'il entra dans la tente du duc et s'inclina. Son père le reçut dans son bureau du camp. Xian ne savait pas quoi dire si son père lui demandait directement ce qui s'était passé. Le duc alla droit au but de la conversation et demanda ce que Xian avait fait la nuit dernière. Le garçon répondit qu'il était fatigué et qu'il se couchait très tôt. Le duc se souvint que les blessures sur les corps des monstres lui rappelaient la technique de l'épée de son fils. Est-ce qu'il dit la vérité? Ou le duc lui-même a-t-il inventé quelque chose qui n'existait pas? Xian était assis avec un air complètement innocent. Il était difficile de croire qu'un tel enfant puisse tuer des créatures infernales, et en particulier le ver mortel, ce qui était difficile à gérer, même pour les chevaliers expérimentés. Il a demandé si Xian était au courant de ce qui s'était passé près du camp la nuit dernière. Selon le duc, ce qui s'est passé était l'œuvre d'une organisation secrète de tueurs de la brume. Le duc pensait que cette affaire devait faire l'objet d'une enquête approfondie. Cette organisation existe depuis l'Antiquité, et les gens ne connaissent pas ses véritables objectifs. On sait qu'ils exterminèrent d'innombrables nobles sous prétexte de purification. Cette organisation est connue pour laisser un brouillard noir derrière ses membres partout où ils vont. Un jour, ils ont disparu. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'était il y a 300 ans. Mais les restes du ver mortel étaient enveloppés d'une brume noire. Cette trace a été laissée par le dieu des ténèbres Aeru, l'idole même vénérée par les membres de l'organisation mixte. Il était la source de leur force. Si les hypothèses du duc sont correctes, c'est la brume qui a détruit les créatures démoniaques, y compris le ver mortel. Xian a été très surpris que son père ait pu identifier avec autant de précision le coupable, d'autant plus qu'il n'avait pas entendu parler de l'organisation depuis 300 ans. Il le respectait encore plus. Le duc continua en disant que personne ne pouvait comprendre la raison de l'apparition soudaine de la brume, mais que Xian devait faire attention. Le duc signalera l'incident à l'Empire et mènera une enquête approfondie. Le garçon était très heureux que son père le croie et n'associe pas son fils au meurtre de monstres. Le duc, à son tour, pensait que Xian était encore très jeune et qu'il n'avait aucune raison de s'impliquer avec Myst. Il a tourné la conversation vers d'autres nouvelles. L'empereur doit visiter leur camp. Il arrivera aujourd'hui. À cette occasion, papa a voulu demander une faveur à son fils. Les yeux de Xian s'écarquillèrent. Quelle faveur le duc pouvait-il demander à un garçon de 10 ans? Le chevalier sentinelle annonça l'arrivée de l'empereur au son de sa corne. Le duc, seigneur de Vélias, s'agenouilla devant sa majesté pour le saluer. L'empereur salua joyeusement son vassal. Aucune salutation formelle nécessaire. Ils sont amis. L'empereur descendit de cheval et serra le duc dans ses bras. Xian s'inclina également devant l'empereur et se présenta. Il s'agit de Xianver, le plus jeune de la famille. L'empereur était étonné qu'un tel enfant vive dans un environnement aussi hostile. En réalité, les enfants du duc sont complètement différents des autres enfants. La faveur demandée par le duc de Xian était que Xian se fasse appeler son fils, et pas un enfant illégitime. Dans une vie antérieure, Xian, alors qu'il rendait visite à l'empereur, s'est caché dans le manoir et n'a pas été montré à sa majesté. Désormais, son père était fier de lui et lui faisait confiance. Une jeune fille descendit de la voiture. L'empereur présenta au duc la 5e princesse de l'empire Ushif, Arin Severus. Xian connaissait bien le sort tragique de la 5e princesse. Son père lui dit qu'il devrait accompagner la princesse Arin toute la journée. Xian n'était pas très content de cette mission. Le père répondit que le garçon tiendrait simplement compagnie à la princesse. Ils ont le même âge, et elle entre également à l'académie où ils se retrouveront. Dans sa vie antérieure, Xian a vu la princesse à plusieurs reprises à l'académie pendant les récréations. Le duc ne voyait rien de mal à ce que Xian établisse des contacts avec quelqu'un de la famille impériale. Il voulait vraiment que Xian s'entende bien avec la princesse. De plus, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Le garçon n'était pas content. Il ne comprenait pas les intentions de son père. Peut-être voulait-il nouer entre lui et la princesse une amitié qui lie le duc lui-même à l'empereur. Mais il a clairement choisi la mauvaise personne. La princesse Arin ne veut pas être la petite amie de Xian, bien que maintenant il ne puisse plus s'opposer à son père. Après tout, lui seul connaît l'avenir. C'est très ennuyeux, mais il devra pour l'instant être un fils obéissant. L'empereur et le duc, accompagnés de chevaliers, se rendirent au camp. Xian resta avec la princesse, qui demanda sans préambule pourquoi l'eau de la rivière était rouge. Le garçon répondit que c'était une rivière de sang. Il s'agit d'une rivière qui traverse toute la vallée Lemay. Sa couleur s'explique très simplement. Les bêtes démoniaques vieilles et blessées, et incapables de combattre les autres pour leur survie, sautent instinctivement dans la rivière. Leurs cadavres deviennent rouges sous l'influence du mana. Tout cela est assez dégoûtant, et la princesse ne devrait pas y aller. Et puis il y a le royaume des démons,
et si vous longez le rivage, vous pourrez rencontrer leur roi. Mais aucune personne normale ne ferait ça. Kian trouvait ça drôle de se moquer de la princesse. Il marchait le long de la vallée lorsqu'une lumière vive apparut dans le ciel. C'était le signal du 3e poste de fréquence à l'ouest. La lumière jaune signifiait l'approche de créatures démoniaques. Xian devint immédiatement sérieux. La princesse ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des bêtes démoniaques ici. Le duc donnait déjà l'ordre de protéger sa majesté et rassemblait un détachement de chevaliers gardiens pour se rendre au 3e poste de garde à l'ouest. L'empereur refusa catégoriquement toute protection. Il n'est pas venu ici pour rester assis. Il a sorti son épée et a dit que le combat lui manquait. L'empereur donna l'ordre à son escouade de se joindre au raid contre les créatures démoniaques. Ils doivent tous être détruits. Le duc aperçut Xian et lui ordonna de rejoindre également le détachement. La princesse fut surprise que le garçon participe également à la bataille. Elle a dû se rendre au refuge. Mais elle ne voulait pas rester cachée et a supplié le garçon de l'emmener avec lui. Xian ne comprenait pas ce qu'elle disait. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est ici que les gens se battent et meurent. Mais la princesse a crié que Xian avait son âge, qu'elle participait déjà à la bataille et qu'elle le voulait aussi. Personne ne l'arrêtera. Xian a appelé Yulken pour résoudre le problème. Le chevalier apparut immédiatement et se prépara à mettre la princesse en sécurité. La princesse était hystérique. Comment ose-t-elle être traitée de cette façon? Xian lui a directement dit que des dizaines de chevaliers pourraient mourir à cause de ses caprices. Chaque seconde de confusion sur le champ de bataille peut être décisive, si une personne vit ou meurt. La princesse est-elle capable d'assumer la responsabilité de toutes ses vies? Sur ces mots, lui et les chevaliers partirent, laissant la princesse avec la servante et Yulken. La bataille battait son plein. Les chevaliers gardiens entouraient le monstre dégoûtant. Le duc commanda toute la bataille. L'ordre était de détruire toutes les créatures et de protéger sa majesté. Les chevaliers et les soldats se précipitèrent à l'attaque. Dio Severus, empereur de l'Empire Uchif, avait 2 épouses. La première, Diana Quisel, est décédée. La seconde, Cassandra Nepel, était une éminente représentante du pouvoir judiciaire. La première épouse a donné naissance à la première et à la 2e princesse, et l'épouse actuelle a donné naissance au 3e et 4e prince. La 5e princesse, Arine Severus, était la fille illégitime d'un empereur et d'une paysanne. Les gens la traitaient avec mépris, mais Arine ne se souciait pas de la façon dont les autres la percevaient. Elle remplit son devoir de membre de la famille royale et se consacre à ses études. Cependant, les nobles l'accusèrent de trahison. Après quoi Arine fut expulsée de la famille royale en dehors de l'Empire. Des rumeurs couraient, selon lesquelles elle serait morte de maladie sur une île. C'est pourquoi les gens l'appelaient la princesse tragique. Elle aurait pu vivre une vie différente si elle n'avait pas eu d'ambition et de cupidité. Xian s'est battu avec le reste des guerriers et s'est souvenu de tout ce qu'il savait sur la famille impériale. L'empereur a mené la bataille et tout le monde a noté qu'il était un combattant très expérimenté. Son coup d'épée, Holy Lightning, frappa les bêtes démoniaques à gauche et à droite. L'empereur Dion avait le rang magique de 8e étoile. S'il n'était pas monté sur le trône, il serait devenu le chef de l'association des magiciens. La démone de l'épée et Xian ont regardé la bataille et sont arrivés à la conclusion qu'une bête infernale de rang intermédiaire n'était pas un problème pour l'empereur. Et le trône ressemble plus à son passe-temps. Après la bataille, l'empereur et le duc se reposèrent dans une tente. L'empereur partagea une nouvelle alarmante avec son ami. Récemment, les meurtres de nobles sont devenus plus fréquents, et cela suscite l'enthousiasme. Il y a un schéma effrayant dans ces meurtres. Tous ces gens étaient corrompus. Un brouillard noir a été remarqué sur tous les lieux de meurtre. Le duc y réfléchit. Hier, il a trouvé ces traces ici. Il semble que les adeptes de la brume soient devenus plus actifs. L'empereur répondit qu'il y avait d'autres mauvaises nouvelles. Un scélérat a dit que la 5e princesse était à blâmer. Le duc n'en croyait pas ses oreilles. Y a-t-il vraiment des gens qui tentent de relier la princesse Arine à ces crimes? L'empereur a supprimé tous les potins concernant la princesse, mais il semble qu'un groupe de nobles influents souhaite utiliser la princesse. Il demande à son ami de prendre soin de la princesse Arine, si l'empereur meurt subitement. Le duc prêta serment qu'il répondrait à la demande de l'empereur. Emilia a crié fort de déception et d'indignation. Xian n'a pas compris. Qu'a-t-il fait? Emilia, à son tour, ne comprenait pas pourquoi le gars avait quitté la princesse si rapidement et ne la connaissait même pas correctement. Il ne se mariera donc jamais. Xian n'avait aucune intention d'épouser qui que ce soit. Il n'a pas parlé longtemps et a de nouveau quitté sa tente malgré la pluie dehors. La princesse Arine l'attendait déjà dehors. Elle voulait lui parler s'il n'était pas occupé. Autant Xian n'était pas content de voir la princesse, autant l'invité d'Emilia était si heureux. Elle a invité la fille dans la tente. Xian accueillit la princesse de manière hostile. Il avait sa propre entreprise, et elle le dérangeait. La princesse a demandé à Emilia de les laisser tranquilles.
Quand Emilia est sortie, la princesse s'est excusée pour son comportement. Xian s'est également excusé pour ses propos grossiers. La princesse a noté que Xian est beaucoup plus mature qu'il n'y paraît, et ses différences avec la princesse sont reconnues. Xian entrera également à l'académie et peut-être qu'ils le pourront. Le garçon interrompit la princesse au milieu de sa phrase. Il ne peut lui être d'aucune utilité. La princesse ouvrit la bouche avec tant d'impudence. Elle voulait juste proposer d'être amie. Xian n'allait pas être ami avec elle, et lui a conseillé d'aller chez lui. La princesse décida que Saiyan pensait comme tout le monde qu'elle était un mannequin. Cela la mettait en colère. En partant, elle a dit qu'elle voulait juste parler, mais Xian était complètement différent de son frère Axel. À ce stade, les yeux de Xian s'écarquillèrent. Il attrapa la princesse par la main et l'arrêta. Elle avait besoin de découvrir comment elle connaissait Axel. La princesse a tenté de se libérer et a crié qu'elle l'avait rencontré l'année dernière à l'académie, alors qu'elle y était en excursion. Axel lui a conseillé de ne pas se soucier de ce que pensent les autres, mais de simplement remplir son rôle de princesse. Ce conseil parut très douteux à Xian. Il connaissait bien le personnage de ce salaud démoniaque qui était doué pour manipuler les gens. Cela signifie qu'à partir du moment où ils se sont rencontrés, Axel a mis en œuvre un plan visant à détruire la princesse Arin. Il voulait avertir la princesse du danger qui la menaçait. À ce moment, Emilia courut dans la tente en criant que le jeune maître devait courir. Les rondins qui soutenaient le toit de la tente se sont brisés et se sont effondrés. Emilia fut mise de côté, et Xian et la princesse se retrouvèrent sous les décombres. Les gens ont couru pour aider, et Emilia a sangloté d'horreur à l'idée que le jeune maître soit mort. Un énorme troll a détruit tout ce qui se trouvait sur son passage. L'empereur et le duc n'en croyaient pas leurs oreilles lorsqu'ils entendirent ce que leur avait dit le chevalier. Des bêtes démoniaques de haut rang ont tendu une embuscade aux camps arrière des régions frontalières. Apparemment, la princesse était là quand c'est arrivé. L'empereur donna l'ordre à toutes les troupes impériales de se rendre immédiatement aux arrière-camps et d'assurer l'ordre et la sécurité de la princesse. L'empereur ne savait pas pourquoi sa fille se trouvait dans un tel endroit et à une telle heure. Voulait-elle voir quelqu'un? Au camp, Xian observait les créatures démoniaques depuis une cachette. Il a vu à la fois les ogres et le ver mortel. Et cela n'ajoute rien à son optimisme. Quelque chose a changé dans la vallée. Ces créatures étaient censées vivre uniquement dans les profondeurs de la vallée. Les camps arrière étaient toujours en sécurité. Emilia et la princesse se tenaient à côté du garçon. Ils étaient gardés par des soldats. Xian se demanda si c'était lui qui avait provoqué une telle attaque chez les créatures. Emilia pleurait amèrement de bonheur que le bon gentleman ait survécu et jura de ne jamais le quitter. Lorsque l'ogre commença à démolir la tente, Xian repoussa Emilia et couvrit la princesse. Tout s'est bien terminé. Dans sa vie antérieure, il a tué le roi démon. Comme si un ogre pouvait lui faire du mal maintenant. La princesse se demandait si les chevaliers avaient survécu au camp. Emilia répondit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Les chevaliers étaient très forts. Mais la princesse s'en voulait toujours d'être venue ici. Les chevaliers qui l'accompagnaient auraient aussi pu souffrir. Mais les chevaliers étaient vivants et prêts à remplir leur devoir de protection de la princesse. L'un d'eux a promis qu'il protégerait la princesse, même au prix de sa propre vie. Leur conversation fut interrompue par Xian criant à tout le monde de s'écarter. Le jeune chevalier ne vit pas la main immense de l'ogre suspendue au-dessus de lui. Il hésita, ne comprenant pas ce que Xian criait. À ce moment précis, il fut attrapé par le monstre. L'ogre serra l'homme dans son poing, ses yeux brillants d'un feu rouge. La princesse était engourdie de peur. Xian sauta entre l'ogre et la jeune fille, avec une épée à la main. Il comprit que le monstre le poursuivait. Et c'est ainsi que le monstre a jeté la personne dont il n'avait pas besoin et s'est dirigé vers le garçon. Xian a réussi à crier au reste des gens de partir, et il distrait l'ogre. Emilia a amené la princesse en sécurité. L'ogre leva bien haut ses poings fermés, et Xian dégaina son épée. Il a sauté haut. Des bêtes démoniaques de haut rang se précipitèrent vers lui. Est-ce qu'ils ont vraiment senti quelque chose? Xian fit un saut périlleux dans les airs et frappa l'ogre, et atterrit derrière le monstre. Le démon de l'épée à ce moment-là a rappelé au gars qu'il avait bu beaucoup de médicaments à base de sang de bêtes démoniaques. Par conséquent, ils peuvent sentir le sang à 1 kilomètre, et il n'est pas surprenant qu'ils soient conduits à Xian. Xian a demandé pourquoi elle ne disait cela que maintenant, si elle le savait depuis longtemps. La démone répondit qu'elle avait besoin du corps du garçon, qu'elle n'était pas du tout son allié. Xian attrapa immédiatement sa queue avec une main de fer. La démone n'eut même pas le temps de grincer. Il l'a frappée au sol pour la faire taire. Xian n'a pas prêté attention à ses cris disant qu'elle devait être manipulée avec précaution. La bête infernale se retourna et se prépara à attaquer Xian. Mais il ne se souciait pas du nombre de monstres qui l'attaqueraient. Il s'est précipité pour attaquer. Il se leva d'un bond et balança son épée, sans prêter attention au terrible rugissement de l'ennemi. Et il lui a coupé la tête en volume. Le sang du monstre jaillit sur le sol.
Il sentait déjà que l'ennemi principal était terminé et qu'il s'occuperait rapidement des petites choses. Mais ce qu'il a vu ne l'a pas fait croire ses yeux. Un dragon démoniaque s'est envolé vers le site de la bataille. Il ouvrit la bouche, bordée de dents pointues, et poussa un grand cri. L'épée exprimait son opinion selon laquelle ce n'était pas un dragon adulte, mais juste un bébé. Mais il est bien sûr venu à Xian. Désormais, l'épée et Xian étaient obligés non seulement de tuer le dragon, mais ils étaient également obligés de l'absorber. Cela leur donnerait une réserve de force inépuisable. Le dernier ogre, touché par une douzaine de flèches étincelantes, rendit l'âme. Les chevaliers sous le commandement de l'empereur et du duc nettoyèrent le territoire des camps. Il n'y avait aucune information sur la princesse et Xian, ce qui inquiétait beaucoup l'empereur. Le duc ne trouva aucune trace d'eux à l'extérieur de la tente. Le duc était sûr que Xian ne disparaîtrait pas, mais des questions se posaient sur la princesse. Je devais la retrouver de toute urgence. Le messager apporta la bonne nouvelle que la princesse avait été retrouvée. La jeune fille s'est précipitée vers son père, vivante et indemne. Elle a crié qu'il devait se dépêcher pour sauver Xian. C'est à cause d'elle qu'il... Sa voix se brisa d'excitation. Son père lui a demandé de se calmer et de lui raconter en détail ce qui se passait. Le duc se tenait derrière et écoutait attentivement. Il s'est rendu compte que vous n'apprendriez rien de la princesse et a demandé à Emilia ce qui s'était passé. Emilia fut effrayée par l'apparence formidable du duc et répondit que Xian commençait à distraire les monstres afin de donner le temps aux femmes, accompagnées des chevaliers, de se retirer. Le jeune chevalier s'est porté volontaire pour montrer où tout s'est passé, mais le duc refusa d'aller sauver son fils. L'empereur et la princesse crurent que le duc était soudain devenu fou. Mais le duc a répondu qu'il fallait d'abord s'attaquer à un problème plus grave. Si les camps arrière tombent, les bêtes démoniaques pourraient envahir l'Empire. Les camps doivent être restaurés immédiatement. C'est le seul moyen d'éviter de nouveaux décès. Quant à son fils, il a rempli son devoir. Tous ceux qui entendèrent le duc se figèrent et ne savaient que dire. Le duc a continué. Son fils a sauvé la princesse, ce qui signifie qu'il est un vrai ver. Et c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. La princesse décida que Xian mourrait à cause d'elle. Son sentiment de culpabilité était décuplé. Soudain, les gens entendirent un cri si terrifiant qu'ils ne l'oublieraient jamais. Ils levèrent les yeux et virent un dragon voler dans le ciel. Assis sur le dragon, accroché à ses écailles, se trouvait Xian. Les dragons sont les créatures les plus proches du Créateur. Ce sont des créatures très rares et nobles. Les formes de vie inférieures, comme les humains, n'osent pas s'en approcher. Xian a eu le grand honneur de rencontrer une création aussi haute et puissante, et aussi de voler dessus. Mais pourquoi cette créature a-t-elle décidé de survoler ceux qui n'auraient pas dû voir Xian à ce moment-là? La princesse criait déjà à plein poumon que Xian volait là-bas. Et l'empereur demanda au duc pourquoi son fils volait sur un dragon. Le duc resta stupéfait et silencieux. L'empereur ne s'est pas arrêté et a demandé si papa allait sauver son fils. Xian voulait seulement boire le sang du dragon. Il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Maintenant, il jurait à plein poumon. Il a percé le dragon à travers un groupe de monstres sans perdre de temps avec eux. Avec une rapide tempête de brouillard, lui et son épée dispersèrent les créatures dans différentes directions. Et il se tenait en face du dragon, qui montrait les dents à l'homme. Bien sûr, l'épée avait raison. Ce n'était pas un dragon adulte. Le dragon rugit, un puissant courant de puissance sortant de sa bouche. Xian a dû écarter largement les jambes pour résister à une telle pression. Mais personne n'a pu résister à la force brute de la bête, et le garçon s'est envolé. Xian ne fit plus qu'un avec l'épée, et répondit à la force brute par une attaque furieuse. Les coups atteignirent leur cible, et la bête rugit de douleur. Le sang jaillit des blessures. Le dragon devint fou de douleur. Il vit son ennemi s'enfuir et le poursuivit. Xian a utilisé la technique des 8 pétales flottants, et des coupures sont apparues sur le corps du monstre. Le garçon comprit qu'il ne pouvait pas tuer le dragon. Il avait très peu de force. Mais le dragon décida également de ne pas embêter le fou, et se retourna pour s'envoler. Xian le poursuivit. Il ne pouvait pas manquer une proie précieuse. Il sursauta, et se retrouva sur la patte griffue du monstre. Maintenant, il volait au-dessus de papa et d'autres personnes, et réfléchissait à la façon dont il pourrait se sortir de cette situation. L'épée démoniaque exigeait le sang du dragon. Xian cria qu'il ne pouvait pas l'utiliser devant tout le monde. Le scandale s'est intensifié avec l'épée et les garçons qui se crièrent dessus. Xian a fait valoir qu'il serait immédiatement brûlé vif, en tant que sorcier noir, et cela ne faisait pas partie de ses plans. La démone se demandait s'il allait voler pour toujours sur ce stupide dragon maintenant. À cette époque, le pape duc ne perdit pas de temps, et construisit au sol des lettres lumineuses avec des épées enflammées. Xian reconnut la magie avancée à 8 étoiles et se sentit malade. Il ne croyait pas que papa allait utiliser l'épée secrète du ciel, sachant que son fils y serait également entraîné. Le duc leva bien haut son épée brillante. Un dragon le survola avec Xian sur son aile. Le duc justifiait pleinement le titre de gardien du continent.
Les épées enflammées s'élevèrent dans les airs. Mais le dragon s'est avéré pas si simple. Il réussit à manœuvrer entre les épées, à la grande joie de Xian. Une autre épée vola vers le dragon avec le garçon, et Xian pensa qu'il n'y avait aucun moyen d'éviter cela. Le dragon s'envola vers le sol, rejetant son cavalier. Xian vola après lui. Il ne pouvait pas profiter du brouillard et aurait pu être écrasé en morceaux, comme le lui rappelait soigneusement l'épée. Xian ne savait pas quoi faire, mais soudain une pensée lui vint à l'esprit. L'épée n'était pas contente de cette pensée. Ils ont commencé à tomber ensemble, directement dans un ruisseau sale, appelé Hathor Rivière. Le royaume des démons a également observé le volume du dragon avec étonnement. C'était aussi un spectacle rare pour eux. Les démons ont immédiatement déterminé que le dragon était jeune et en difficulté. Il devait y avoir des bêtes démoniaques très puissantes, d'où il venait avec de telles blessures. Le deuxième démon objecta que cela avait été fait par des gens qui vivent de l'autre côté de la frontière. Le démon ne pouvait pas croire que le dragon puisse perdre face à certaines personnes. Il a dit qu'il avait ressenti une énergie étrange venant de là. Quelque chose de sauvage, mais en même temps familier. Il déploya ses ailes et vola pour voir ce qu'il y avait là. Le deuxième démon lui cria qu'il fallait s'abstenir de tuer tout ce qui bouge, juste parce que c'est ennuyeux. L'homme qui s'est envolé a promis qu'il n'y aurait aucun problème. Xian émergea de la rivière puante. Avec beaucoup de difficultés, il arriva à terre. Il n'aimait pas du tout une telle vie et de telles aventures. Il se tourna vers Kairam et lui demanda si elle était en vie. La démone a répondu qu'elle développait une manière de tuer Xian et d'obtenir un maximum de plaisir. Xian a promis de le nettoyer à son retour. L'épée a demandé si le gars espère vraiment revenir. S'il ne le sait pas, elle lui dit qu'ils sont dans le royaume des démons. Xian a déclaré avec confiance qu'il ne tomberait certainement pas sur le démon supérieur. Au même moment, une voix se fit entendre à côté d'eux. Quelqu'un était heureux d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Les yeux de Xian s'écarquillèrent. Il se souvenait de cette voix. Elle était si profondément ancrée dans son cerveau que Xian ne pourrait jamais l'oublier. À ce moment-là, le propriétaire d'une voix familière s'est approché du garçon et lui a demandé s'il était humain. Devant Xian se tenait le roi démon Velkarion. Dans le passé, tous ceux qui le voyaient disaient qu'il ressemblait à l'incarnation du mal. C'est qui se tenait devant Xian. Xian se leva et dégaina son épée. Cette rencontre était très inopportune. Velkarion a répété la question. Cet homme est-il devant lui? Lorsqu'il vit que Xian était sur le point de le combattre, les yeux du démon s'illuminèrent d'un feu rouge. Ce petit bonhomme est-il fou? Xian frappa le démon avec son épée, mais celle-ci toucha à peine les cheveux de Velkarion. Le démon se moqua de la tentative ridicule du garçon. L'épée prit vie, et la démone demanda contre qui elle allait se battre. Xian répondit qu'il était avec le roi démon. Et comment Xian va-t-il le combattre dans cet état? Le démon avait l'air très impressionnant. Xian ne peut qu'essayer de s'échapper. Mais Velkarion a inopinément conseillé au garçon de se détendre. Cela ne nuira pas à l'enfant. Il s'allongea par terre et promit de ne pas blesser Xian. Il est bien sûr un méchant, mais pas à ce point-là. Xian ne comprenait pas pourquoi le roi démon s'allongeait soudainement devant lui. Velkarion répéta poliment sa question. Est-ce un être humain debout devant lui? Xian a admis qu'il était humain. Le démon a demandé comment il était arrivé ici. Le garçon répondit qu'il avait navigué le long de la rivière et que c'était sa première fois dans le royaume des démons. Le démon a dit que le garçon avait une aura très étrange pour une personne ordinaire. Et on a le sentiment que le garçon le connaît. Comment se peut-il? Xian répondit rapidement qu'il n'avait jamais vu Velkarion. Xian n'a pas reconnu le roi démon qu'il a connu dans sa vie antérieure. Celui-ci était détendu et pas si en colère. Le garçon a demandé ce qui avait amené le démon ici. Velkarion ressentait simplement une énergie inhabituelle alors qu'il se promenait dans les environs. En tant que roi des démons, il est censé superviser les terres de son domaine. Puis le démon comprit que le garçon réagissait trop calmement à ses paroles. Il n'est pas choqué par qui il a rencontré. Quel enfant réagirait ainsi? Toutes les mères effraient leurs enfants en leur racontant que le roi démon les emmènerait s'ils désobéissaient. Le garçon le connaît-il vraiment? Xian ne pouvait pas supporter ce flot de mots. Il ne se peut pas que ce soit le même roi démon. Dans une vie antérieure, l'invasion des démons a commencé à cette époque. Mais ce type ne semble pas être du genre à envahir les terres des autres. Qu'est-ce qui l'a fait autant changer? Le garçon a demandé si c'est vraiment le roi démon devant lui. Alors que veut-il accomplir? Le démon répondit qu'il voulait que son peuple vive bien et sereinement, sans avoir besoin de rien. Mais si quelqu'un se met en travers de son chemin, il tuera tout le monde. C'est son devoir en tant que roi démon. Pendant un instant, Xian ressentit la véritable essence de Velkarion, qu'il connaissait dans sa vie antérieure. Elle est maintenant déprimée, mais un incident fatidique l'a fait ressortir. Xian a décidé d'empêcher cela à tout prix. Il a invité le roi démon à conclure un marché et lui a dit que des ennuis lui arriveraient très bientôt. Quelque chose qui menacerait son peuple. Le démon ne comprenait pas de quoi le garçon parlait.
C'est une sorte d'absurdité. Sian a insisté sur le fait qu'un incident déclencherait une grande guerre entre les humains et les démons. Il a demandé au roi démon de promettre de ne pas déclencher de guerre, quoi qu'il arrive. Le démon a suggéré qu'il ne déclencherait peut-être pas de guerre. Et ensuite, que va lui donner le garçon en échange? Sian a promis d'aider Velkarion. Il jura que peu importe ce qui arriverait au roi démon, il ferait tout ce qu'il pourrait pour l'aider. Le démon se pencha vers le garçon et lui demanda ce qu'il savait. Sian resta silencieux. Ensuite, le démon a demandé le nom du garçon et il a répondu qu'il s'appelait Sianver. Le démon promit à Sianver qu'en aucun cas il n'envahirait les terres humaines. Il s'est envolé et a dit au revoir que Sian devait assumer ses responsabilités et sa promesse. Un accord est un accord. Après avoir conclu un accord avec le roi démon, l'équipe de recherche a trouvé Sian sur la rive de la rivière, et il a pu retourner auprès des gens. Après ce qui s'est passé, il a reçu le surnom de « le garçon qui a survécu à l'apparition du dragon diabolique ». Ils retournèrent à l'abbaye située aux confins de Vélias, qui servait temporairement d'hôpital. Sian y était soigné pour des blessures mineures lorsque la princesse vint vers lui, ce qui ne rendit pas le garçon heureux. La princesse, sans trop de conversation, lui demanda s'il voulait la servir. Sian a catégoriquement répondu qu'il ne le ferait pas. La princesse ne s'attendait pas à une telle réponse. Elle a dit qu'elle était une princesse médiocre et qu'elle était très bouleversée. Elle irritait beaucoup Sian. Il savait qu'elle n'avait pas de talent. Mais il détestait penser que son connard de frère Axel était impliqué dans sa fin tragique. Sian a dit à la princesse qu'elle ne pouvait pas être utile aux gens dans l'état dans lequel elle se trouvait actuellement. Cependant, il la surveillera de loin jusqu'à ce qu'elle change pour le mieux. La princesse réalisa qu'il l'invitait à devenir suffisamment meilleure pour qu'il la reconnaisse. Elle a promis qu'elle deviendrait si puissante que Sian ne pourrait pas l'ignorer. Avant de partir, la princesse remercia Sian de l'avoir gardé en vie. L'hiver est arrivé dans l'arrière-camp à la lisière de la forêt. Un homme marchait dans la neige. Dans ses mains, il tenait un étrange artefact qui ressemblait à une boîte. L'artefact s'éclaira d'une lumière vive. L'homme le regarda et fut heureux qu'il lui reste très peu de choses pour terminer son voyage. Soudain, il sentit que son corps ne bougeait pas, comme s'il était lié par des chaînes invisibles. Un homme est sorti de derrière l'arbre et était heureux que la vente du précieux artefact, la boîte spatiale, n'ait pas encore eu lieu. Un artefact doté d'un pouvoir spatial et d'une grande quantité de mana, qui vous permet de stocker des objets à l'infini à l'intérieur. Sianver s'approcha de l'homme immobilisé et lui demanda s'il avait entre les mains le chef-d'œuvre même de l'association des magiciens du royaume de Garam. Sian l'a suivi pendant une année entière. Il lui semblait que quelqu'un dans l'Empire transportait de la contrebande. Maintenant, il est clair comment ils ont procédé. Sian prit la boîte des mains immobiles de l'homme. Ronald Crimson, un chevalier mage 7 étoiles du royaume de Garam, et était un contrebandier. Il reconnut Sianver et n'en croyait pas ses yeux. Le garçon était enveloppé dans un épais brouillard cramoisi. Pourquoi ce garçon est-il ici? Sian ouvrit la boîte et divers objets magiques en tombèrent. Sian a conclu que c'est ainsi que les drogues provenant du sang de bêtes démoniaques sont introduites clandestinement dans l'Empire. Ronald a désespérément nié tout et a juré qu'il ne savait rien. Sian lui a conseillé de ne pas faire l'idiot. Tout cela se vend au marché noir. Ronald se demandait désespérément qui les avait trahis, et il comprit qu'il ne pouvait pas permettre au garçon de repartir d'ici vivant. Il sentit qu'il pouvait à nouveau bouger, et commença à effectuer des actions magiques. Après avoir créé le signe magique souffle de feu, il le lança sur Sian avec un cri. « Meurs !» Le garçon a perdu sa vigilance, et le prix en est la mort. Sian vit une boule en feu voler vers lui. Un immense mur de feu a tout consumé sur son passage. Ronald s'est assis près de l'arbre et a regardé le feu qu'il avait créé. Il était désolé d'avoir perdu la précieuse boîte. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise pendant le transport. Soudain, sa main se détacha et du sang jaillit de la blessure. Une brume noire menaçante émergeait des flammes. Sian sortit du feu et du brouillard et se tint face à Ronald. Il attrapa le chevalier par la gorge et lui proposa de choisir. Parler de la route de contrebande et de l'espion dans l'Empire, puis mourir d'une mort paisible. Ou finir ma vie dans une telle agonie que même Satan versera une larme. Poste de traite à la frontière ouest de Vélias. Les vendeurs mettèrent les marchandises sur les étagères. Parmi eux se trouvaient ceux qui vendaient de la contrebande. Ils étaient heureux de pouvoir gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Plusieurs cartons de marchandises sont arrivés. Mais lorsqu'ils ouvrirent la boîte, un cri d'horreur s'échappa de leur poitrine. La tête de Ronald était dans la boîte. Sian observait l'agitation du marché. Il espérait que sa menace avait été bien comprise. Le chevalier magique 7 étoiles du royaume de Garam, Ronald Crimson, faisait passer clandestinement le sang de bêtes démoniaques du front derrière l'Empire Ushif. La marchandise a été livrée à l'Association des magiciens Garam. L'Association des magiciens de Garam est un lieu où se rassemblent les obsédés par la magie.
Ils étudient les origines et les fondements de la magie et en créent de nouvelles. Ils s'efforcent de transcender les limites de l'humanité et de créer des artefacts utiles tels que des boîtes dimensionnelles. Cyan savait qu'à l'avenir, il ferait des choses folles avec le sang de bêtes démoniaques. Et il voulait y mettre un terme. Résidence dans l'Empire Ushif. Axel Werth a reçu une lettre désagréable. Il apprend que Cyan est parti au front avec son père. Ce garçon l'a toujours énervé. Avec un sourire malicieux, Axel pensa qu'il devrait rendre visite à son frère. Pendant ce temps, Emilia se réjouissait. Ils ont finalement quitté le front. Elle était sûre que l'académie ne pouvait pas se comparer à cet endroit sombre. Cyan était sûr que pour lui, l'académie serait le début de l'enfer. Il est peu probable que l'académie soit à la hauteur des attentes d'Emilia. Cet endroit est truffé d'intrigues et de machinations politiques. L'envie et la jalousie y règnent, et la communication et les relations priment sur l'éducation. Emilia a entendu dire qu'il y avait beaucoup de beaux instructeurs à l'académie, et elle espère que la romance apparaîtra dans sa vie. Cyan doutait des capacités mentales de sa servante. Cyan se promenait dans les rues d'une ville paisible. Il rencontre par hasard Kranz, son frère, mais n'a même pas eu le temps de lui dire bonjour. Kranz disparut instantanément avec un cri d'horreur. La démone de l'épée a demandé qui était cet idiot. Cyan lui a conseillé d'ignorer son demi-frère. Elle a demandé s'il y avait des parents avec qui Cyan était en bons termes. Cyan se souvenait d'Alice. Il a toujours eu une relation étroite avec elle. Il est en conflit avec un parent complètement différent. Cyan arriva au château. Sur le seuil, il fut accueilli par de nombreux domestiques. Auparavant, il ne le regardait même pas, mais maintenant il le salue avec tant de respect, comme si le duc lui-même ou le salaud d'Axel était à sa place. Cyan a constaté que beaucoup de choses avaient changé au cours de l'année écoulée. Il toucha la poignée de porte de sa chambre et ressentit une aura. Il la reconnut immédiatement. Elle le faisait frissonner. Oui, il y a ce canaille à la porte. Un Axel souriant se tenait sur le seuil. Il salua joyeusement Cyan, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Cyan se figea sur le seuil. Axel a demandé si son frère ne se souvenait vraiment pas de lui. Cyan essaya de se calmer et ne répondit pas. Axel a poursuivi en disant qu'il n'était pas surprenant que Cyan l'ait oublié. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était avant qu'Axel n'entre à l'académie. Cyan n'arrivait pas à se calmer. La soif de vengeance l'envahit. Il voulait vraiment tuer Axel sur le champ et tenait l'épée derrière son dos. Mais le démon de l'épée a forcé Cyan à y renoncer. Ce serait la dernière chose que Cyan ferait de sa vie. Il s'est calmé, s'est incliné, et en tant que plus jeune fils de la famille, a salué son frère aîné. Bien sûr, il s'en souvient. Axel posa sa main sur la tête du garçon et dit que cela le rendait heureux. Il avait très peur que son frère l'oublie. Il a noté qu'il avait suivi les progrès de Cyan et savait que ses compétences en matière d'escrime s'étaient améliorées. Bientôt, il pourra aider la maison Vertov. Et même Axel lui-même, Cyan pourra aider sur le champ de bataille. Cyan a répondu qu'il l'attendait avec impatience aussi. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu maléfique. Axel a répondu qu'il était heureux d'entendre cela et qu'il était venu ici uniquement pour voir son jeune frère. Cyan savait qu'Axel ne prêtait jamais attention aux gens inutiles. Savoir que ce salaud était là pour une raison a aidé Cyan à enfin se calmer. Il a souri sincèrement et a admis que son frère aîné lui manquait également. Emilia, indignée que Cyan ne porte pas ses bagages, traîna ses valises dans le couloir. Elle fit irruption dans la pièce avec la ferme intention de donner une raclée au gamin. Mais elle se tut aussitôt lorsqu'elle aperçut Axel dans la pièce. Il sourit gentiment et dit qu'il avait entendu dire que la femme de chambre traitait très bien Cyan. Il ne l'empêchera pas de faire son travail. Sur ces mots, il partit. Cyan ne pouvait plus se retenir et demanda à Emilia de le laisser tranquille. Il a demandé au démon de l'épée pourquoi elle l'avait arrêté. Elle fut surprise. Le garçon n'aurait-il pas dû la remercier pour ça? Cyan a répondu que c'était aussi une bonne opportunité pour elle. Elle pourrait reprendre son corps. La démone répondit qu'elle voulait que sa rage grandisse, pour qu'il devienne encore plus savoureux. Cela ne lui ressemblait pas, et Cyan sourit. Axel était assis dans son bureau lorsqu'on frappa à la porte. Le domestique rapporta qu'il avait retrouvé la deuxième demoiselle, comme l'avait demandé M. Axel. Elle se trouve au nord dans les terres des elfes blancs, Pruina. Axel savait que Pruina était connue pour détester les étrangers. Il pensait que cela avait à voir avec son héritage sanguin. Il a dit à la servante de lui faire savoir si elle avait l'impression qu'elle revenait. Le domestique demanda pourquoi Axel souriait autant. « Est-ce que quelque chose de bien est arrivé ? C'était amusant de rencontrer votre petit frère. » Axel a répondu qu'il pouvait le dire et a ri. Mais le domestique s'est trompé. Axel est de très mauvaise humeur. Les yeux d'Axel s'illuminèrent d'un feu bleu. Le serviteur s'inclina rapidement et demanda pardon. Axel remarqua le regard de Cyan lorsqu'il le rencontra. Le garçon le regardait comme s'il était un ennemi juré. Où l'a-t-il imaginé? Le garçon s'est énervé, et il lui a ordonné de le surveiller pour qu'il ne se batte pas. Le domestique a dit qu'il confierait cela à quelqu'un.
Axel est resté seul et s'est demandé « Que cache Cyan Vert ?»